Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis le Bubble Art, depuis la chaudronnerie, car nous sommes dans une chaudronnerie, une ancienne chaudronnerie à Villeurbanne, dans l'émission Human consacrée à l'humanitaire et à l'écologie. Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète? Voilà donc aujourd'hui une émission autour de la santé globale, de la santé dans le monde d'après, par rapport à ce monde d'avant le Covid. Car nous allons parler santé, nous allons parler du Covid, et nous allons parler des hommes et des femmes de ce monde avec nos invités qui sont Marie-Hélène Bocomo, bonjour. Bonjour. Voilà, Marie-Hélène, vous êtes directrice de la SMARA, Santé Mali Rhône-Alpes. Dites-nous quelle est l'activité de votre association. Alors, Santé Mali Rhône-Alpes, SMARA, c'est une ONG de santé. Voilà, avec 35 ans d'action et uniquement au Mali et plus particulièrement dans la région de Tombouctou. Voilà, et vous faites quoi alors, cette association, cette ONG, elle propose quoi aux Maliens, si je comprends bien? Voilà, c'est ça. En fait, la devise de SMARA, c'est aider les Maliens à soigner les Maliens. Et donc, le cœur d'action est la formation du personnel soignant. Voilà, nous allons y revenir dans le courant de cette émission, tranquillement, prenons notre temps, puisque nous avons le temps, précisément. Nous avons 55 minutes devant nous, et dans ce monde un peu stressé dans lequel nous vivons, prendre son temps, y compris à la radio et à l'image, c'est agréable. Et notre second invité est Georges Kepenekian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Et donc, Georges Kepenekian, je ne sais pas comment il faut vous présenter. Faut-il qu'on dise que vous êtes un ancien maire de Lyon? Faut-il qu'on dise que vous êtes un médecin? Faut-il qu'on dise que vous êtes un urologue? Ici, vous êtes quoi? Un peu de tout ça. On pourrait même rajouter quelques autres particularités. J'ai un yan à la fin de mon nom. Je dis ça parce que c'est marquant pour moi, dans mes engagements aussi. Oui. Non, mais Georges, c'est bien. Georges, c'est bien. Et le yan à la fin de votre nom, c'est votre origine arménienne familiale. Absolument. Voilà. Absolument. Et je suis... en fait, ma famille a rescapé du génocide et est arrivée en France en 22. D'abord à Marseille, puis. Et je suis le premier né en France, premier de la génération suivante né en France. Une preuve d'intégration? C'est une preuve d'attachement à quelque chose que j'ai vécu tout petit comme un acquis, pas un donné. Et ça veut dire que dans les débats d'aujourd'hui, je pense que quand on vient d'ailleurs, il y a aussi une adhésion à l'idée de la France, à l'idée de la République, surtout, qui est particulièrement forte. Parce qu'on m'a toujours fait comprendre dans ma famille que c'était un acquis. Et mon grand-père, patriarche de la famille, a décidé de demander la nationalité française qu'à ma naissance, après ma naissance, considérant qu'à partir de là, le retour était probablement une hypothèse fermée. Voilà, nous voilà bien partis sur ces questions qui nous occupent aussi d'identité et d'intégration au sein de notre société. Alors, vous êtes l'auteur, ou plutôt le maître d'œuvre, d'un ouvrage qui s'appelle « Hippocrate et les territoires, perspectives pour la santé globale ». Et ça tombe bien, et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que notre sujet, c'est justement la santé globale. Alors, cette santé globale, on va l'aborder d'abord en musique, avec 15 secondes de piano d'Alain Pierre. Écoutez ça.
Le monde va-t-il exploser, semble nous dire le musicien, parce que c'est un risque sérieux d'avoir d'autres épidémies, d'avoir d'autres misères qui pourraient tomber sur notre monde. Comment est-ce que, Marie-Hélène Bocomo, vous avez vécu, si j'ose dire, non pas au plan personnel, encore qu'on puisse aborder des questions personnelles, mais au plan de votre organisation, de votre ONG, tout cet épisode du Covid, de la Covid, et comment avez-vous dû, sans doute, comme tout le monde, adapter votre travail à ce contexte ? Contrairement à toute attente, finalement, Smara a été peu impacté par cette situation avec le Covid, parce qu'on avait l'habitude de travailler à distance avec les équipes au Mali. Et qu'en fait, on s'est déjà adapté à une situation, à un contexte sécuritaire compliqué, déjà depuis plus de 10 ans, où on a avec des problèmes de déplacement. Et donc, on s'était déjà adapté à cette situation. Donc, finalement, avec le Covid, la restriction des déplacements, ça, c'est des choses qu'on vivait déjà avant par rapport à un contexte sécuritaire. Et donc les projets sur place au Mali ont continué. Nous, il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu du tout d'arrêt des projets, si ce n'est les séances de sensibilisation, d'éducation à la santé qui nécessitent des regroupements de villageois, où on les a limités pendant une période, mais ça a assez vite repris. Voilà. Après, les équipes en France et notamment le réseau de bénévoles qui est fortement impliqué dans les projets. Alors là, par contre, ça a impacté. Et parce que faire une réunion de bureau un soir en partageant, en échangeant, en visioconférence, bien sûr. Voilà, non, oui. Mais d'habitude, on avait l'habitude de les faire ensemble, quoi. Oui. Et tout d'un coup, de les faire devant un écran, il y avait beaucoup moins d'intérêt, quoi. Donc, quand on est bénévole et que justement on recherche ce lien, ces échanges, cette convivialité, de se retrouver devant un écran, voilà. Donc garder la motivation. Oui. Ouais. Donc garder la motivation des bénévoles. Ça n'a pas été facile, et je dirais même encore maintenant. On a eu du mal à plus se voir, et puis maintenant on a du mal à revenir à une situation normale. Toujours un peu craintif. Non, finalement, on ne va pas se déplacer, on va rester à la maison. Qu'est-ce qu'une organisation comme la vôtre apporte concrètement, sur le plan donc de la santé, à ce pays, le Mali ? Pays en grande difficulté politique, pays investi, bien sûr, par également un terrorisme islamiste important. Smara, c'est avant tout un accompagnement et pour renforcer et améliorer l'offre de soins. En fait, on travaille surtout pour avoir un accès aux soins de qualité, surtout pour des populations qui sont dans des zones qui sont isolées économiquement, géographiquement, au niveau sécuritaire, etc., quoi. Vous allez y compris dans le nord du Mali. Le Mali est un assez grand pays. Oui, tout à fait. Je ne sais pas combien de fois la France en superficie, mais... Beaucoup, oui. C'est beaucoup. Oui, c'est 3, 4 ou 5 ou 6 fois la France, je pense, un peu plus. Je crois que c'est plutôt... Vous allez dans le nord aussi ? Oui, tout à fait. On a la plupart des projets que l'on mène, ils se déroulent dans la région de Tombouctou.
Voilà, et quand je dis c'est notamment la formation du personnel de santé qui travaillent, qui sont dans la région de Tombouctou, qu'on forme, qu'on maintient, qu'on accompagne. Voilà. Donc, ils vont régulièrement faire des formations sur Bamako. Et voilà. Après, tout l'enjeu, c'est de pouvoir garder ce personnel soignant, ce personnel formé, qui puisse rester dans des zones difficiles, quoi. Comment se passe cette formation? C'est-à-dire que, est-ce que ce sont des médecins, j'allais dire occidentaux, français ou autres, qui se déplacent et qui vont faire de la formation là-bas? Comment est-ce que ça se passe concrètement, cette formation? Comment est-ce qu'on fait du transfert de technologie médicalement dans un pays en voie de développement? Voilà. Eh ben, il y a des spécialistes maliens. Donc aujourd'hui, cette formation, elle est assurée par les spécialistes maliens qui régulièrement vont dans le Nord et font de la formation et en même temps des soins. Donc nous, on travaille surtout sur des soins en spécialité, donc dermato, pédiatrie et ophtalmo. Et donc, avec des consultations, des opérations de cataracte dans le Nord. Donc, ça s'organise par session où les spécialistes maliens se déplacent dans la région et pendant plusieurs semaines proposent donc ces soins et en même temps forment le personnel soignant sur place. Et avant, au départ, c'était des médecins de la région Rhône-Alpes qui assuraient la formation, qui se déplaçaient, qui allaient aussi dans la région de Tombouctou. Et puis petit à petit, le transfert s'est fait, les spécialistes maliens ont été formés, et il y a des spécialistes de qualité au Mali. Donc là, on est carrément sud-sud, on n'est pas dans un transfert nord-sud. Sud-sud, ouais. Alors c'est toute une approche intégrée parce qu'on continue quand même le compagnonnage avec des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des médecins de Bamako. Enfin, je dis médecins, mais c'est pas forcément des médecins. Mais en tout cas, dans des spécialités en fonction des besoins. Par exemple, là, la semaine prochaine, il y a une formation en anesthésie, réanimation. Donc, il y a un médecin anesthésiste réanimateur qui est d'ici, qui travaille à Annecy et qui part à Bamako pendant 15 jours pour former du personnel soignant du CHU de Bamako. D'accord. Et il a une formation spécifique pour, je dirais, savoir transmettre son savoir dans des conditions qui ne sont pas forcément des conditions évidentes? Oui, parce que surtout que là, en plus, c'est pas du soin, c'est de la formation. La formation, oui. En fait, nous, on fait même de la formation de formateurs, parce qu'après, les formés, ils vont former sur place, quoi. Bien sûr. Mais non, il n'y a pas une formation spécifique. Par contre, l'envie de former. La motivation du médecin à faire ce type de travail plutôt que de prendre des vacances aux Seychelles. Oui, enfin le transfert de technologie, c'est neutre. Non, mais j'interviens parce que j'ai participé à d'autres programmes il y a bien longtemps, en particulier en Arménie, à former les urologues. Oui. Au moment de la perestroïka, il y a eu un appel à la diaspora pour aller former Donc j'ai découvert la médecine soviétique et qui était restée très, très en retrait. Mais quand vous voulez transférer de la connaissance, les hommes et les femmes que vous rencontrez, il y a pas, justement, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir adapter. Ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur donne
les fondamentaux et après, à eux de les adapter et de les utiliser. Mais il faut pas vouloir faire une formation, enfin, je parle de ma propre expérience spécifique à un pays. C'est justement pour faire monter le monde entier d'un niveau, il faut apporter donner la le même savoir chose. technique et les laisser se débrouiller avec l'adaptation à la société locale. Exactement. Ils sont les mieux placés. Oui, je comprends. C'est exactement ça, ouais. Et l'exigence, elle est là. Oui. C'est pas de parler, d'utiliser un langage comme on fait pour parler au bébé. C'est juste de dire, voilà, c'est d'adulte à adulte. Voilà. Et nous allons peut-être avoir la troisième personne que nous avions invitée, qui est en retard, mais nous allons l'accueillir, probablement, si c'est elle, après ce début. Alors, encore une question, Marie-Hélène Bocomo, sur qui finance votre organisation ? Quels sont vos moyens de financement? Quel est votre budget global, ordre de grandeur, pour avoir une idée? Parce que nous interrogeons ici des ONG qui font 1 milliard de budget, si j'ose dire, de chiffre d'affaires, et d'autres qui sont minuscules, qui sont toutes petites. Voilà, et donc c'est des tailles extrêmement différentes. Et en même temps, on tient beaucoup à avoir ce panel très large, parce que c'est là qu'on retrouve notre société civile européenne et française. Alors, on a un budget annuel d'environ 800 000 euros. Cette année, par exemple, mais le budget a beaucoup évolué ces dernières années. La région vous donne combien, la région Rhône-Alpes? Bon, on va dire que sur... Si c'est pas indiscret, hein. Non, c'est public. Non, je vais pas vous dire des chiffres exacts, mais ça représente peut-être un tiers du budget. D'accord. Voilà. Après, on a des financements publics, donc comme les financements de la région, qui est vraiment un fidèle partenaire depuis le début. Et c'est comme ça qu'est né Smara. C'est avec cette coopération décentralisée entre la région Rhône-Alpes et la région de Tombouctou, donc qui est une très vieille coopération qui date depuis plus de 35 ans, je crois. Donc voilà, et puis après on a d'autres financements du type Agence française de développement ou le ministère des Affaires étrangères français, le centre de crise et de soutien. Ça c'est pour les financements publics. Et puis sinon on a des fondations, dont la Fondation Mérieux, qui est à nos côtés depuis très longtemps. On a aussi des entreprises, des mécénats, comme le laboratoire Isis Pharma, qui est une entreprise de la région. Oui, allez-y. Voilà. Allez-y. Et puis, on a des financements aussi j'ai oublié, la ville de Lyon, la métropole. On a le fonds eau, qui est un fonds spécifique qui regroupe plusieurs entités, dont la métropole, la ville de Lyon et l'agence de l'eau. Voilà. Donc une large contribution, voilà. Pas mal de contributions. Ouais, on essaye de diversifier. Vous avez quelque chose de l'Europe? Non, on n'a pas accès à ces fonds. C'est que français? C'est plus par rapport à la taille en fait de l'ONG. Il faut savoir que quand même les sources de financement se sont beaucoup diversifiées, ont augmenté. Voilà. Après, pour avoir des fonds européens, ça nécessite une structure peut-être un petit peu... Et des dossiers compliqués à remplir. Ouais, bon, les dossiers ils restent toujours compliqués. Ça peut être compliqué à remplir. Si, c'est quoi? L'Agence française de développement. Si. C'est une banque, quelque part, une banque publique. Oui, tout à fait. Pour avoir des fonds de l'AFD, en fait, on est en consortium avec 5 ONG et voilà. Donc... Et puis, à présent, nous accueillons la retardataire. Elle s'appelle Janie Le Sœur et elle s'occupe d'une ONG qui porte le doux nom de Healing Venezuela. Alors bonjour, merci. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette salle privilégiée. Merci d'être là. Et donc, Healing Venezuela, Janie Le Sœur, c'est quoi ?
Alors, Healing Venezuela, c'est une association qui est née au Royaume-Uni. Nous sommes les représentants en France, fraîchement montée l'association. C'est une association qui ouvre pour améliorer la santé des Vénézuéliens. Et donc, c'est comme Esmara, c'est une association pour la santé. Donc, on a 5 programmes phares. On va donner la fourniture médicale, médicaments, fourniture médicale dans les centres de santé, les dispensaires. Jusqu'à maintenant, on a déjà distribué plus de 12 tonnes de médicaments. C'est une association qui est émergée dans les années 2016. Donc, 12 tonnes de médicaments. Après, on a un autre programme qui nous tient beaucoup à cœur. C'est mon préféré. C'est le programme de bourses aux médecins, aux jeunes médecins. Il faut savoir qu'au Venezuela, actuellement, la santé et les hôpitaux, c'est mené par les jeunes, pour les jeunes résidents. Parce que dans les derniers 5 ans, il y a plus de 4 millions de la population qui est partie. Donc, il y a beaucoup de matières grises, beaucoup de médecins. 4 millions de personnes qui sont parties du Venezuela. En 5 ans. C'est la migration la plus grande de l'histoire dans un pays qui n'est pas en guerre. Quelle est la cause de ces départs? Bon, sans rentrer dans les dossiers politiques, la cause, c'est la crise. C'est une crise multifactorielle au Venezuela. Donc, nous sommes classés aux Nations Unies comme on a un pays, un État, ce n'est pas des crises, c'est plus que crise, un état d'émergence complexe humanitaire. D'accord. Donc, les raisons sont multiples. C'est gestion des pays, c'est corruption, c'est... Voilà, c'est la grande paradoxe. C'est notre pays, c'est une puissance énergétique. On est les premiers pays qui des réserves prouvées de pétrole. Certes, 3/4, c'est des pétroles bitumineux et non conventionnels, mais c'est quand même devant les pays arabes. C'est le premier pays qui a la réserve mondiale de pétrole et plein de ressources. Mais le grand paradoxe, c'est qu'un grand pourcentage de la population, des milliards de populations, ils n'ont pas accès à la santé de base, ils n'ont pas accès à une alimentation correcte, adéquate, suffisante. Donc, les médicaments, les bourses pour les jeunes médecins. Les médicaments, les bourses, un programme de nutrition. Donc, on donne l'accès à l'alimentation journalière à 600 personnes chaque jour, parmi lesquels 250 sont des enfants scolarisés. D'ailleurs, c'est pour les enfants qu'on amène des paniers chaque mois de nourriture, 250 enfants d'une école. Et avec ces paniers alimentaires, la famille peut se nourrir. Donc, l'alimentation, nos médicaments, les bourses. Et aussi, on distribue des équipements qui est compliqué à trouver. Des équipements, notamment on a distribué déjà 3 stations épuratrices d'eau dans 3 hôpitaux importants du pays. Et pas plus loin que la semaine dernière, on a distribué des équipements d'endoscopie et de gastroscopie, je ne sais pas si c'est bien le terme. Et à peine on a connecté l'appareil, et il y a quelqu'un qui est venu avec une hémorragie interne, et grâce à ça, on a pu le sauver. Donc, il y a des cas assez concrets. C'est une très chouette sauce. On a presque un contact avec les bénéficiaires. C'est une gestion super transparente de l'association. Elle n'est pas grande, mais elle agit de manière très concrète. Et quand on est volontaire, on a un suivi, une transparence très, très importante par rapport à l'action. On peut voir, presque toucher les gens qui se bénéficient. On a des contacts avec eux. Voilà. Et vous vous sentez utile? Oui, surtout pour la diaspora. Et je parle à la diaspora. C'est difficile quand on est... Moi, par exemple, mon cœur, elle est divisé en 2. Oui. J'adore autant la France comme le Venezuela. Oui. Et des fois, quand je suis au Venezuela, je dis waouh, mais je pense beaucoup à la France. Bon, ça fait très longtemps que je ne suis pas au Venezuela pour la situation. Mais en habitant en France, je me sens vraiment très ancrée dans les pays. Et je disais, mais je suis impliquée aussi dans des autres associations. Et je me disais, mais ma maison, mon autre maison brûle, et qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai qu'à travers cette action, et plus qu'utile, je gère mieux mon existence.
Parce que au moins, je ne reste pas des bras croisés. Je pense que vous partagez la même chose. On ne va pas résoudre toute la situation, mais il vaut mieux être du côté de la solution, je pense, que du côté des problèmes. Voilà, Janie, alors, merci de cette introduction sur votre organisation, Healing Venezuela. On va y revenir tranquillement. Mais auparavant, on a un musicien qui est en live ici, qui est avec nous. Il s'appelle Alain Pierre. Et puis, lui, il se laisse impressionner par ce qu'on dit, il écoute. Et puis après, il joue. Et il joue ce qu'il veut. Merci Alain de nous offrir ces moments de recueillement quand nous sommes confrontés à tous ces soucis. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Janie Le Soeur, Marie-Hélène Bocomo, la chance d'avoir avec nous un homme qui cumule les fonctions de médecin, urologue, chirurgien, qui arrive par sa famille de loin, d'Arménie, qui s'est parfaitement intégré évidemment à la société française depuis le temps qu'il y vit, il y est né, et puis qui en même temps a rencontré au fil de sa vie de militant, d'abord avec l'Arménie, et puis ensuite de Français, des mandats publics. Et donc, ces deux particularités font que son regard sur la santé est particulièrement éclairant. Il est d'autant plus éclairant qu'il prend le temps d'écrire, il prend le temps de réunir autour de lui un certain nombre de personnes qu'il sollicite. Et il a écrit ce livre qui s'appelle « Hippocrate et les territoires » avec un sous-titre « Perspective pour la santé globale, nous sommes dans notre sujet ». Et nous sommes d'autant plus dans notre sujet que cette santé globale, ce n'est pas la santé de la globalisation, pour reprendre ce terme américain, de la mondialisation, pour prendre le terme français. Non, c'est comment faut-il réfléchir à la santé dans toutes ses acceptions dans le monde d'après. Oui. Je me méfie des terminologies monde d'avant, monde d'après, parce qu'on voudrait que ce soit... C'est assez... Il y a une forme d'utopie, même si je suis très adhérent aux utopies mobilisatrices.
C'est là, enfin, je crois beaucoup à l'action et ce livre est un moment d'optimisme. C'est pas du tout une description fermée qui ferait le énième constat de la dégradation des sociétés occidentales et mondiales, bien entendu. Mais le concept de santé globale, d'abord, il faut bien reconnaître, vous le disiez, mais moi j'ai eu la chance d'être formé par deux grands maîtres qui eux-mêmes étaient déjà d'un monde ancien, au sens où pour réussir médecine, il fallait faire philo. Ça a changé aujourd'hui si vous n'avez pas les maths. Comme Hippocrate. Comme Hippocrate, bien entendu, et ils m'ont fait boire le calice d'Hippocrate. Je dois jamais, c'est pas pour rien que je fais cette référence. Donc, j'ai été formé à cette vision. Vous voyez, Jean Sibert était j'appelle souvent l'aristocrate de la chirurgie. Il avait peur de la chirurgie. Il était un grand chirurgien, mais il considérait que la chirurgie était vraiment l'intrusion, l'agression oui. et le pire de la médecine. Oui. Il avait une phrase pour dire que si on pouvait résoudre un problème par la parole, il fallait s'interdire, le résoudre par quelques mots, s'interdire la chirurgie. Donc, c'est du bon sens. C'est du bon sens. En tant que patient, j'approuve tout à fait. Oui, ça, j'avais pas de doute. Mais les temps ensuite ont changé. Donc voilà, ce concept de santé globale, c'est de ne pas considérer, j'aime le rappeler, la médecine doit être l'aval. La santé, il faut que la médecine soit ce qui reste à traiter, mais qui ne soit pas la globalité de la santé. La santé, et l'OMS l'a très bien défini en 1946, à sa fondation, Organisation mondiale de la santé, oui. Très soutenue par les concepts français. La France était très présente dans la création de l'OMS. Et c'est simple, la santé est un état de bien-être physique, mental et social. Elle ne se résume pas, la santé, à l'absence de maladie ou d'infirmité. Franchement, en 1946, il n'y a rien à changer, sauf qu'on l'a un peu oublié pendant toutes ces décennies et qu'il faut, et souvent, j'aime bien employer ce terme, de désensabler les puits. En fait, on a les sources et on les a un peu taries pour des tas de raisons, pas bonnes, pas mauvaises. Et la question n'est pas de faire des jugements, c'est qu'on les a oubliés. Et ce concept de santé globale qui vise à considérer la personne d'abord en amont, on a oublié en Occident, d'autres civilisations, d'autres cultures médicales l'avaient depuis longtemps, même si elles sont en train de le perdre un peu elles aussi. Mais c'est de penser à la pensée chinoise, oui, par exemple, la médecine chinoise. Oui. D'autres sociétés plus primitives avaient ce concept. Et je crois que cette question doit être remise au goût du jour. J'étais au GECO, c'est aussi en termes d'économie. C'est à quoi les journées européennes d'économie, qui réunissent depuis quelques années le gratin des économistes du monde, toujours un ou deux prix Nobel. Bon. Et on voit bien que la question de l'argent et de l'utilisation de ces sommes d'argent doit être revisitée. Ce qui coûte le moins cher, c'est quand même la prévention. Ce qui coûte le moins cher, c'est d'éviter que quelqu'un tombe dans la maladie. Et il faut mener les recherches. J'ai été chercheur et sur le cœur artificiel, je suis à la greffe cardiaque, donc je suis soucieux du progrès et convaincu qu'on progressera. Mais ça, c'est pas parce qu'on a des machines qu'il faut oublier de couper l'amont. Si vous remplissez un tonneau percé, c'est sans fond. Et donc la question, elle est aussi très moderne dans la dimension économique. Mais au-delà de ça, le concept de One Health, puisque les anglo-saxons l'ont formalisé, c'est la santé humaine, animale et environnementale. La santé planétaire, dit Mérieux, par exemple. Alors, il le dit planétaire au sens qu'il faut que tout le monde s'en préoccupe, mais elle est environnementale, c'est-à-dire que, au fond, ce que le Covid a révélé, comme un révélateur, c'est que tout le vivant était fragile. Et que les connexions entre les différents, que ce soit l'animal, vous savez bien que la chauve-souris, on va oublier le pangolin, le pauvre qui a payé un lourd tribut, mais on sait que les réservoirs sont beaucoup chez d'autres animaux et le passage à l'homme mérite qu'on s'en préoccupe, mais aussi l'environnement. On ne peut plus dissocier ces trois branches
du concept de santé, et c'est ça la santé globale. Bref, quand je réfléchis à la santé, à ma santé et à la santé de mes contemporains, je dois à la fois inclure, évidemment, qui je suis, moi, petite personne, au milieu de cet environnement, mais je dois inclure cet environnement et je dois inclure également les animaux. Parce que cette santé ne peut se concevoir que de manière, voilà, non pas totalitaire, mais globale. Ah, globale, oui. Oui, mais d'ailleurs, enfin, je fais une parenthèse, oui. les vétérinaires sont très en avance sur le concept de santé globale. La qualité de la viande qu'on mange, c'est toute la question de l'alimentation. C'est bien qu'un véto, tant qu'il n'a pas mis le tampon à l'abattoir, votre viande, elle ne circule pas, et c'est extrêmement exigeant. Donc, ce concept, qui ne s'agit pas que des animaux vivants, mais enfin, c'est toute la chaîne. C'est comment on s'assure que la bonne santé de l'animal, eh bien, elle est consubstantielle à celle de l'humain. Et vous faites une référence dès l'origine de votre livre, et on la comprend bien, cette référence, aux politiques de santé par l'hygiène, qui sont évidemment fondatrices de la santé dans nos pays occidentaux. Et ça nous permet aussi de faire le rapport avec ces pays en voie de développement qui sont autour de cette table à travers vos organisations, mesdames, parce que dans ces pays précisément, l'hygiène n'est pas suffisamment installée. Nous, on en a l'habitude. Donc on considère que voilà, c'est une sorte de donnée dans nos petites vies quotidiennes d'occidentaux. Mais si j'habite au Mali, si je suis malien ou si je suis vénézuélien, je suppose, les conditions de l'hygiène, les conditions des réseaux, des conditions sanitaires, le WASH, comme disent les gens qui sont dans les organisations humanitaires, n'est pas satisfaisant, c'est bien ça ? Allez-y. On a complètement, Venezuela, il y a des milliards de populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais ça, les pays, ils régressent en fait. Même les gens qui avaient accès à ça, et pour les manques d'entretien, donc les hôpitaux et les particuliers, ils n'ont pas tous d'eau potable. Et quand ils l'ont pas de manière continue. Voilà. Donc, peut-on faire et comment peut-on exporter notre médecine dans des pays, justement, où il n'y a pas ces structures de base? Est-ce que ce n'est pas une vraie question? Non, c'est une question. Oui. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Il faut faire les choses en même temps. Oui. C'est-à-dire qu'il y a besoin de médecine et de médecine de soins primaires. Vous savez bien que ce qui est le plus en retard dans le monde, l'OMS et le docteur Tedros, qui est le directeur général, aime rappeler que pour son objectif de ses 5 ans de mandat, c'était qu'1 milliard de personnes à la surface du globe puissent accéder à des soins primaires minimum, c'est-à-dire, on va dire, un dispensaire et de la médecine générale, de dépistage et de prise en compte, d'un laboratoire, parce il faut un minimum de laboratoire, et d'examen, une échographie, une radio aussi. Ce minimum n'existe pas à l'échelle du monde. Donc, croire qu'on va lutter contre le Covid juste en vaccinant, c'est sympa, il faut le faire, bien entendu. J'adhère absolument à ça. On devrait même le faire plus. Une Afrique vaccinée à 4% aujourd'hui, eh bien, ça va favoriser tous les mutants à un moment ou à un autre. On voit bien que l'Afrique du Sud, qui est un peu différente du reste de l'Afrique, est fragile. Bon, donc, je crois que c'est question d'hygiène. L'hygiénisme, entre guillemets, pas péjoratif, il a commencé très tôt. C'est je sais même pas, je crois que c'était un homme politique anglais à Londres, il s'appelle Snow, il découvre que le choléra est situé à Londres, se développe essentiellement autour d'une des fontaines où tout le monde vient de prendre l'eau. Il ne connaît pas le vibrion cholérique, il ne sait pas même ce que c'est, on n'a pas idée du microbe, mais on comprend que là, il y a peut-être une source de danger, comme on va comprendre très vite que la peste vient d'un certain nombre de pièces de tissu, enfin peu importe, et qu'elle accompagne des caravanes. Et on va prendre des mesures sans même savoir quelle est la nature sur la base de constats très empiriques. D'observations Et empiriques. On va changer. Oui. À Lyon, le préfet Vaïs fait un programme d'égout extraordinaire entre 1850 et 1860. Lyon sera une des villes en France où le taux de mortalité périnatale sera le plus bas. Et on découvrira qu'après, pourquoi ça marche. Et on pourrait citer encore le Grand Dôme de l'Hôtel-Dieu, parce que Soufflot,
pense que cette colonne d'aspiration qui est phénoménale agit comme un aspirateur et qu'il supprime ce qu'on appelait les miasmes à l'époque. Et donc, vous voyez, là, c'est pour ça qu'il y a des architectes. C'est pour ça qu'il y a des architectes, Dominique Perrault, je crois, oui. Et que la santé globale est multidisciplinaire. Et j'allais dire, il faut quasiment démédicaliser le concept de santé globale. Ce n'est pas l'affaire des médecins. Bien sûr, je suis médecin, donc je fais exprès. Okay. Mais il faut déporter le débat sur un autre champ. Ne surtout pas laisser la médecine qu'aux médecins, nous sommes d'accord? Alors ça, je serais... Comme je sais à quoi ça fait allusion, donc je ne suivrai pas sur cette piste. C'est une petite provocation. Oui, entre nous. Voilà, bah, écoutez... Ce que je voudrais bien compléter, bien sûr. C'est-à-dire que dans les pays en voie de développement, mais comme au Mali, mais comme dans d'autres, depuis longtemps, on fait de la sensibilisation, de l'éducation à l'hygiène, voilà. Et en France, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on revient, quoi. Enfin, on y revient à ces messages de base, de se laver les mains, voilà, sur des messages vraiment de base d'hygiène, alors que, enfin, je sais pas, je trouve que Mais dans les écoles, je crois qu'on se lave beaucoup les mains depuis le Covid, justement. Oui, depuis le Covid. Oui, depuis le Covid. Depuis le Covid. Oui, bien sûr. Voilà. Et enfin, le Covid a quand même révélé, enfin, on avait peut-être un peu oublié. Voilà, je comprends. Ces messages de base et c'est revenu, enfin, comment dire, c'est pas que c'est revenu, mais enfin, c'est apparu en Occident, alors que, par exemple, au Mali ou à Tombouctou, oui, ils boivent pas l'eau, ils la font bouillir, ils se lavent les mains, ces messages d'hygiène qu'on diffuse et sur lequel on travaille beaucoup, c'est revenu dans nos pays en Occident, quoi. Alors je retiens votre... Je ne crois pas qu'on l'ait oublié. Oui. Je crois qu'on l'a institutionnalisé, technocratisé. Tout le monde sait que la qualité de l'eau, on ne se pose plus de questions en France, sauf qu'on va trouver du plomb de temps en temps. Mais on a perdu le rapport à la question individuelle, c'est-à-dire il y a le collectif qui est géré par des normes phénoménales. Toute l'alimentation, toutes les chaînes sont absolument... Et on a déplacé, on a considéré que l'État, en gros, pour faire court, faisait son travail. Et on a oublié que ça a une question de responsabilité personnelle. La santé est une liberté. J'ai le droit d'être malade si je le décide. Le problème, c'est que je ne peux pas décider tout seul. Ma liberté, elle enchaîne, et le Covid l'a montré, elle a une réaction sur le reste. Donc, c'est ce rapport entre individu et collectif qu'on a sûrement un peu perdu dans nos pays, parce que l'autonomisation où chacun, et on pourrait disserter sur la politique, chacun veut avoir ce respect de son identité, de son opinion, de son différence. Mais non, on est aussi dans un collectif. Rapport entre la liberté, ma liberté, et les contraintes que ma société aussi va m'imposer. Apparition du virus, intérêt que ce virus présente pour la suite des opérations. On en parle beaucoup dans votre livre aussi, mais avant, un peu de musique sur ces thèmes-là.
One Health, une santé. Une santé pour tous. Et l'apaisement à la fin. Et l'apaisement à la fin. Qu'est-ce que le Covid nous a appris, docteur Kepenekian? Ah ben qu'on était fragile, très fragile. On avait oublié ça. Cette crise, vous voyez, quand on prend une autre grande crise qui était la crise économique de 2008, elle n'a pas concerné tout le monde. Il y a des gens qui s'en sont plutôt bien tirés. Le Covid, il a égalisé. Et pas que toutes les classes, le monde, hein, la globalisation, elle est là. Vous en parliez tout à l'heure, mais le Covid a montré que le monde était globalisé. Parce que du temps de la peste, il fallait le temps des caravanes pour que ça aille d'Asie ou du fin fond de l'Inde jusqu'à l'Europe. Ça prenait du temps, c'était au rythme des caravanes. Aujourd'hui, un avion et bing, vous voyez bien, le dernier variant, il arrive, un patient qui arrive d'Afrique du Sud se pose et il ne sait pas, mais il a le Covid et on l'enferme. On a appris aussi, on a redécouvert la lèpre, grande épidémie, a fait qu'on excluait les gens, on les envoyait en dehors de la ville. Et puis quand la peste est arrivée, on a enfermé les gens. On n'a rien inventé. Le confinement, c'était la méthode la plus fiable du temps de la peste. Et la dernière de 1720 à Marseille, les autorités ont enfermé Marseille. 50% de la ville est morte, avec une interdiction absolue de sortir de la ville. Pour 1920 1700. 1720. La dernière. Oui, oui. Un bateau qui arrive, qui échappe à la quarantaine. Enfin, voilà. Bon, donc on a redécouvert des vieux principes. Quand la catastrophe est à ce point, on confine. Mais ça a laissé personne à l'abri. Et ça a touché les individus. Rappelez-vous, c'est question des deuils qu'on ne pouvait pas faire, des enterrements auxquels on ne pouvait plus participer. On fait des enterrements sur Facebook. Ah ben non, mais j'ai voilà. eu le cas d'un très proche, très très proche, qui est mort à Marseille de la fin d'un cancer, rien à voir avec le Covid. Pour rien au monde, j'aurais imaginé de ne pas être là pour son enterrement. Bien sûr. Et ils ont été 3 pour l'enterrement. Donc ça a touché, je pense, toutes les couches de la société dans des relations nouvelles, de choses auxquelles on n'avait pas pensé. La mort est revenue dans le paysage. Donc ça, nous l'avons tous vécu. Le monde entier l'a vécu. Mais ma question portait sur, et c'est traité dans votre livre, oui. Qu'est-ce que nous apprend le Covid pour le futur de cette santé à laquelle nous aspirons? Pour faire très court, c'est l'anticipation. C'est de ne pas attendre. On le sait, des études récentes ont montré qu'il n'y a pas loin de 5000 virus identifiés ou estimés par des calculs scientifiques, que probablement plusieurs milliers sont susceptibles de passer à l'homme. Donc c'est la sérénité, il faut l'oublier définitivement. Donc c'est comment on met en place des dispositifs. Pourquoi la Corée du Sud, Taïwan ont été protégés au début du Covid? Parce que le SRAS, le syndrome respiratoire aigu des années 2003, en Chine, a ébranlé le monde, a failli ébranler le monde. L'intérêt, entre guillemets, de ce coronavirus, c'était qu'il était contagieux quand il y avait déjà des symptômes et des symptômes importants. Alors que le Covid, il y a 0 symptôme et c'est le moment où vous êtes le plus contagieux. Et les autorités, on voit rien. On voit rien. Et on ne peut pas anticiper là-dessus. Mais Taïwan entend, dès le mois de novembre, qu'il y a quelques pneumonies atypiques détectées à Wuhan. Par des réseaux, vous imaginez, ça communique. Et heureusement. Eux, ils sont convaincus que c'est le redémarrage du SRAS.
Donc, dès le mois de novembre, ils mettent en place tous les principes. Ils fabriquent des masques, ils commencent à lancer les questions. C'est la raison pour laquelle la Chine nationaliste, Taïwan, a été protégée, mais c'est aussi une île. Je crois qu'il y a... non, mais pas seulement. Oui. C'est parce que la Corée n'est pas une île. Donc, ils ont su très vite prendre des mesures. Au moment où on disait les masques, on va voir, c'est pas sûr que ce soit important, où on disait, j'ai même dû le dire à ce moment-là, dans mon rôle à la métropole, de dire, bon, on va pas se précipiter, on n'en avait pas. Des gens ont dit, ce sera une grippette. Même Raoult a dit, ce sera une grippette. Donc, des bêtises, on en a dites. Et le mensonge originel, eh bien, il n'est pas gommé quand il y a aujourd'hui des antivax, c'est que la confiance entre le politique et le scientifique et la population est rompue. Et pour moi... Parce qu'on a eu des mensonges à la tête de l'État. Parce qu'on a... Oui, enfin, des mensonges... Par omission. Non, au moins. Mais l'absence de masque. On a d'abord voulu croire qu'on savait. Il y a le manque d'humilité et quelque chose en politique qu'on paye, on va le payer à mon avis encore pendant un moment. Donc l'anticipation pour moi c'est de mettre en place des structures d'éducation, de formation, d'explication, d'accompagnement et plus jamais d'idéologie. Ça ne sert à rien d'affirmer, il faut convaincre, quelles que soient les rubriques de la santé. Qu'est-ce qu'on a eu comme idéologie par exemple ? Que tout ça allait pas être grave, que tout ce qu'on a dit au début, et aujourd'hui que les questions environnementales, vous voyez, quand on agite, j'ai lu, essayé, parce que le dernier rapport du GIEC, il est complexe, mais vous voyez, je sais pas, ça commence en 88, les rapports du GIEC, c'est d'ailleurs donc groupement international intergouvernemental. C'est Reagan et Thatcher qui vont soutenir. Pardon, juste définissez le GIEC. Groupement intergouvernemental des experts pour l'étude de l'évolution du climat. Ceux qui viennent nous dire, attention, il y a des effondrements systémiques probables qui arrivent. Raison. Et vous êtes d'accord ? Ils ont raison. Il n'y a plus à remettre en question ça. Je pense qu'ils ont raison. Le problème, c'est que dès le début, ils ont dit ça. Et pourquoi, entre ça et maintenant, on a passé toutes ces années sans tenir compte ? Donc, il y a des gens qui se sont posé la question de l'utilité des GIEC maintenant. Puisque c'est pas par là, les preuves, la science, tout ça, c'est établi. C'est comment on entraîne les populations, toutes les populations, à changer de comportement. Et ça ne peut pas se faire par un décret, ça se fait en prenant la main. Vous savez, j'ai vécu toute ma vie professionnelle à expliquer à tous les patients qui avaient des cancers de vessie qu'il fallait arrêter de fumer. Si ça avait marché, je le saurais, quoi. Donc, et en tout cas, à la première récidive, ceux qui avaient arrêté disaient « Bon, docteur, je reprends ». Donc, on peut pas... Et puis, c'est pas en affolant les populations qu'on va y arriver. Moi, je crois qu'il faut, on le disait tout à l'heure, parler normalement aux gens en expliquant ce qu'on sait, en expliquant ce qu'on ne sait pas l'un sans l'autre, pour essayer de convaincre et qu'on fait société. Parce que le vrai sujet, c'est que ma liberté... Eh bien, où je vais tout seul sur une île déserte, autrement, ma liberté, elle est confrontée à la liberté du groupe. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut le traiter philosophiquement, politiquement, mais c'est pas possible. Dernier point, si vous me permettez encore, c'est que pourquoi territoire ? Hippocrate et les territoires. Oui, bien sûr. C'est parce que nous sommes quelques-uns à être convaincus que l'échelon opérationnel, c'est au plus près des gens. C'est l'État, je suis sûr que personne ici sait qu'il y a une stratégie nationale de santé 2017-2022. Alors, vous pouvez le lire, il y a tout. De la prévention, de l'anticipation, tout ça est écrit, mais ça n'arrive pas en bas. Et on a vu comment le Covid, les masques... On a une planification... magnifique, de science, de scientifiques, d'experts. Voilà, qui est bien faite. Très bien faite. Oui. Et comment elle mais qui ne descend pas dans les canaux. Elle descend, alors, parce que quand même, la Bretagne, c'est pas l'Alsace. Oui. Que l'Aquitaine, c'est pas PACA. Oui. Et qu'il faut aussi laisser cette respiration, entre guillemets, au territoire
pour s'adapter. Il y a des endroits où c'est plus simple que d'autres. Et il faut arrêter de vouloir à tout prix un État unique, égalitaire, où tout est traité de la même manière. Ce que Franck Chauvin propose, c'est des actions proportionnées. Il appelle ça une égalité proportionnée. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à traiter tout le monde de la même manière, parce que tout le monde ne relève pas de la même manière, même si les fondamentaux sont les mêmes. Et ça, c'est au territoire, au plus près des gens qu'on pourra le faire. Alors, mesdames, comment fait-on dans les pays qui vous concernent ? C'est comment fait-on au Venezuela? Comment fait-on au Mali? C'est exactement la même problématique au Mali. Il y a une politique de santé nationale qui est définie, où dedans il y a absolument tout, au niveau stratégie, voilà. Mais après, au niveau communautaire, c'est là, il y a chaque territoire, chaque région a ses spécificités et c'est là où ça ne descend pas jusqu'à là. Voilà. Donc nous, on intervient vraiment plus particulièrement au niveau communautaire. Communautaire, c'est-à-dire des communautés... Quand on dit communautaire, oui, c'est au niveau village, quoi. D'accord. Au niveau des communes, en fait. Oui. Des communes qui regroupent des villages, des territoires. Combien de communes vous attendez Sur combien de communes? Oui. On travaille sur 3 communes, ils appellent ça des cercles, sur 3 cercles de la région de Tombouctou, qui regroupe, je pense que chaque commune, il y a à peu près entre 200 et 300 villages. Ah oui, ce sont des communes qui regroupent des entités villageoises. Oui, voilà, c'est D'accord. ça. Des aires de santé, en fait. Oui, des territoires, c'est vraiment... vraiment... une structure administrative, voilà, bien sûr. Ouais. Qui n'obéit pas toujours, je rajoute, qui n'obéit pas qu'à des frontières administratives. Bien sûr. Parce qu'en France, on est piégé par les frontières. Les virus ne s'arrêtent pas à la frontière. Ah non. Oui. Et de dire que Lyon, par exemple, définirait une politique propre à Lyon, c'est ridicule. Absurde, il y a 200 000 entrées-sorties par jour, oui. donc, et ça peut venir de 80-90 km. Donc, c'est bien de penser, d'où la question des mobilités à repenser, c'est comment on circule, comment on va travailler, comment le rapport au travail, pour nos pays, on va dire riches, c'est des choses qui se posent. Mais fondamentalement, je rajoute ça, c'est qu'il ne faut pas se tromper, c'est le rapport, la première question de santé globale, c'est celle des inégalités sociales. Aujourd'hui, en France, entre le premier décile de revenus et le dernier décile, il y a 12,7 ans, c'est-à-dire 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc, je ne sais pas si vous mesurez, on a écrit égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Ça ne marche pas. Donc, si on ne s'occupe pas d'abord ou en même temps des populations qui sont les plus pauvres, aux États-Unis, c'est les pauvres qui sont morts. Alors nous, c'est les personnes âgées, mais dans le tas, il y a eu, pardon pour le tas, ces groupes. Donc la question des inégalités, vous savez qu'il y a quand même pas loin de 10% de gens qui ne mangent pas à leur faim dans la métropole de Lyon. Donc voilà, il ne faut pas non plus qu'on pense que bien sûr, et je suis bien placé avec l'Arménie qui va très mal aussi, après cette période de guerre. Donc voilà, il y a des déséquilibres énormes, mais n'oublions pas que dans nos pays dits riches, et en particulier dans les grandes métropoles, eh bien, on a notre taux de fragilité extrême. Quelques mots peut-être, je suis complètement d'accord avec ce le Venezuela aussi. Ce qu'il dit, oui. C'est parce que le problème d'inégalité, c'est très important. Notre action, par exemple, il se centre en 15 États. Et en 15 États, mais par des cas, on travaille main dans la main avec les ONG qui sont bien ancrés sur le territoire. Et pour le coup, voilà, on va détecter vraiment les endroits qui sont isolés, qui ne sont pas autour des grandes villes et sont les plus désassistés. Et là, on s'attaque vraiment au problème déjà des crises directement. Mais pour revenir à la santé globale qui nous tient aussi très à cœur, on a un autre
Un autre programme très important on l'a développé dès le début, c'est l'accompagnement aux personnes pour les donner des cours de gestion de stress. Et là, on est à fond avec l'Organisation mondiale de la santé. Par rapport à la santé, c'est pas Parce qu'on a des raisons d'être stressé. On a des raisons, on a beaucoup de raisons d'être stressé. On en a évoqué quelques-unes. Dès le début qu'on a commencé notre action, on a vu, OK, on va donner les médicaments, ça c'est nécessaire, les médecins, on va des équipements. Mais il y a un problème aussi, comment ces gens-là vivent au quotidien toutes ces crises. Donc, on a fait un partenariat avec une ONG qui est présente dans tout le monde, même ici, ils sont à Lyon. Ça s'appelle The Art of Living. Donc, l'art de vivre. Oui, l'art de vivre, oui. L'art de vivre. L'art du bonheur. Oui, voilà. Donc, c'est un programme de l'art de vivre. Je vous laisserai. Ils sont à Lyon, ils sont partout. Donc, c'est une association qui forme les gens aux techniques de respiration, méditation pour la gestion du stress. On a compris tout de suite, et tout de suite qu'on a commencé notre programme en parallèle, on a formé jusqu'à aujourd'hui 4200 personnes dans les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les personnels de santé et aussi dans les écoles, pour les accompagner vraiment à gérer le quotidien. Vous avez, voilà, je suis passionnée de neurosciences, c'est pour ça que cette association, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'ils ont une vision holistique de la santé, systémique, tout est lié. Et c'est vrai que quand on est bien à l'intérieur, on est plus armé, plus équipé pour pouvoir vraiment faire face à toutes les adversités de la vie, même pas quand sont adversités ou pas. Je pense que ça, c'est la santé mentale, ça doit être une priorité dans les écoles, dans les cultures. La notre culture occidentale est plus éloignée de ça, mais on voit que ça vient à la mode, d'une façon dissociée le bien-être. Oui. On parle de bien-être. Faire ça en France. Hein. Oui, on parle de bien-être, mais je suis d'accord avec vous, on ne devrait pas le dissocier de la médecine. Ça fait partie du bien-être mental, ça fait partie. Si je résume, est-ce que je peux dire, oui, Georges Kepenekian. Je suis archi d'accord. Et la santé mentale étant une catastrophe en France aujourd'hui, la question c'est qu'il vaut mieux avoir le ventre un peu plein pour faire ça. Oui, on parlait de la pyramide de Maslow. Juste pour qu'on n'oublie pas la hiérarchie des problèmes. Mais à part ça, je crois qu'il faut tout faire en même temps. Donc on est très stressé et on a des raisons de l'être. On a des raisons de l'être par tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on trouve dans ce livre et puis le constat de ce monde. Mais en même temps, on a un devoir, et ce n'est pas le politique qui me contredira, ni les responsables associatifs, on a un devoir d'optimisme, on a un devoir d'action, on a un devoir de formation à l'égard des jeunes gens, ceux qui nous aident à faire cette émission, par exemple, à qui on n'a pas envie non plus de transmettre un message pessimiste. Donc voilà, comment trouver et où trouver ces éléments d'optimisme, peut-être dans la musique. On va conclure avec une respiration musicale, si M. Alain Pierre veut bien nous accorder ce bonheur. Merci à tous d'avoir été présents à cette émission difficile sur un sujet délicat. La santé globale, peut-être faudrait-il y revenir, peut-être pourrait-on faire une série d'émissions. Monsieur Kepenekian, on n'aurait pas fini. Le monde nous attend.
Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.